bienvenue au Forum Radio J, dont Bonjour. Vous êtes l'invité, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Alors, 5 ans après les massacres de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, le terrorisme a donc encore frappé à Paris, devant les anciens locaux de Charlie, et en plein procès des attentats de 2015. Alors comment, dans ce contexte, dans ce climat, défendre la République et en finir aussi avec la lâcheté de ceux qui pactisent avec l'islamisme, avec le salafisme, comme les dénonce aujourd'hui Manuel Valls dans Le Parisien. Et puis côté politique, vous êtes l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Quelle stratégie pour le PS d'ici à 2022? Quelle relation avec les Verts et le reste de la gauche à 6 mois des régionales et puis bien sûr à 18 mois de la présidentielle? Mais pour commencer, bien, Jean-Christophe Cambadélis, l'attentat de vendredi, le principal suspect, un jeune Pakistanais, a donc assumé ses actes devant les enquêteurs en mettant en avant la republication des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Est-ce à dire que depuis 2015, rien n'a changé? La menace est toujours là. Elle est toujours là parce que il y a, ici ou là, organisé ou pas, des hommes et des femmes qui veulent mettre en cause ce qui fonde la République, à savoir la liberté de penser, le refus de voir la religion au-dessus de la loi. Mais permettez-moi d'abord de dire un mot sur les victimes, car je trouve que l'on en parle peu, et je voudrais leur passer un message de compassion, car leur situation est épouvantable. Être frappé à coups de couteau de boucher, vous imaginez le traumatisme, même si visiblement leurs jours ne sont pas en danger, je ne pense pas qu'il faille relativiser cette agression, cet attentat qui a été commis. Qui a été commis donc devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Et donc, c'est bien Charlie Hebdo qu'on a visé, c'est bien la liberté de la presse qu'on a visée, c'est bien la liberté de blasphème qu'on a visée. Tout à fait. La liberté de blasphème est constitutif de la République. Depuis le Chevalier de la Barre, Voltaire et Diderot, on peut dire même que la Révolution française a commencé avec cela. Mais c'est ce que cherchait à mettre en cause ce terroriste qui intervenait au nom d'un islam radical. Et comme le dit Jean Castex, la République l'emportera? La République doit l'emporter. Elle l'emportera parce que je pense que les Français sont très majoritaires pour défendre la République. Et je dirais que d'un certain point de vue, c'est parce que nous sommes en train de gagner ce combat, à la fois là où ils avaient constitué un État, un prétendu État islamique, c'est-à-dire en Syrie, et puis en Europe occidentale. Parce que ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut dire aux Français, c'est parce que nous sommes en train de gagner qu'une certaine fraction de religieux intime l'ordre aux musulmans de rompre avec la République. Alors, une précision, l'auteur de l'attentat est pakistanais. Donc, d'où ce parallèle on va peut-être faire avec ce qui a été la déclaration des dirigeants pakistanais il y a quelques jours. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé vendredi devant l'Assemblée générale de l'ONU à lutter contre ce qu'il appelle l'islamophobie, critiquant au passage devant l'Assemblée générale de l'ONU Charlie Hebdo, considérant que les musulmans, je le cite, continuent d'être ciblés en toute impunité dans de nombreux pays. Quelle réponse peut être donnée à ce dirigeant pakistanais qui a lancé quelque part depuis des semaines un appel au meurtre? On peut pas dire cela. On peut dire que il a harangué les foules. Voilà, il a harangué les foules. D'où peut-être justement la réaction de l'attentat commis à Paris. Oui, mais il faut lui demander d'abord de condamner l'attentat. Il l'a pas fait. Donc, il faut demander de condamner l'attentat. Et après, il faut être intransigeant sur la défense des libertés, évidemment, y compris vis-à-vis de pays comme le Pakistan qui nous met en cause parce que nous sommes laïcs, parce que nous défendons la liberté, le droit de blasphème, etc. Et puis, en même temps, il faut, nous, prendre la défense des musulmans en France, qui sont aussi en but à la fois avec ceux qui demandent de se séparer de la République, et à la fois ceux qui estiment qu'ils n'ont pas leur place dans la République. Ils sont pris en otage, ils sont au milieu, et la République doit les protéger. À ce moment-là, nous sommes en position de force. Alors, on va reparler de ce problème posé aux musulmans par une partie de la population. Il y a aussi ce que Charlie Hebdo
appelées les charognards, dans un numéro publié début septembre, les charognards du 7 janvier 2015, à savoir, donc, selon un papier publié par Charlie, Virginie Despentes et Edoui Plenel. Virginie Despentes, on va la citer, c'était le 17 janvier 2015. Elle écrivait dans Les Inrocks, j'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une Kalachnikov au marché noir avaient décidé, à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir plutôt que de vivre à genoux. Enfin, il y a tout un tas de déclarations aussi ignobles que celle-ci, mais Plenel, dans Mediapart, le 20 janvier 2015. La proclamation de la liberté d'expression, c'est défense du droit à la caricature de ces excès ironiques ou moqueurs qui accompagnent la solidarité avec Charlie Hebdo, n'implique pas que notre vie publique doive s'abaisser et s'égarer dans la détestation d'une partie de notre peuple en raison de son origine, de sa culture ou de sa religion. La haine ne saurait avoir l'excuse de l'humour. Est-ce normal que d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations, même si elles ont 5 ans, et est-ce normal que ces gens-là aient toujours pignon sur rue? Si on est pour la liberté d'expression, on est la liberté d'expression même pour des caricatures. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations? Ces déclarations, il ne faut pas les sortir de leur complexe. Ouais. Non, mais je pense que on ne peut pas défendre les musulmans en mettant de côté ceux qui travaillent les musulmans. Le problème de Plenel, il est posé là, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie chez lui, et il fait un bloc de l'ensemble des musulmans, et il ne veut pas poser le problème du séparatisme de la République. Pour lui, dire cela, c'est porter atteinte aux musulmans. Alors que c'est l'inverse, quelque part. Non, ce n'est pas l'inverse, c'est une situation de fait. Il y a, chez les musulmans, une fraction minoritaire, extrêmement minoritaire. L'immense masse des musulmans, d'ailleurs, ne sont pas croyants en France, il faut le savoir. Ils sont plutôt laïcs, ils sont de culture musulmane, ils respectent un certain nombre de choses, comme nous le faisons, nous, dans la religion catholique ou dans la religion juive. Mais ils ne sont pas pratiquants pour la majorité d'entre eux. Mais il y a des hommes et des femmes qui voient l'occidentalisation du monde musulman et qui le refusent et qui disent à partir de là, au nom du Coran, séparez-vous de la République, la loi du Coran est supérieure à la loi de la République. Et puis il y a, j'insiste, des gens qui, à l'autre bout de l'échiquier, disent, vous êtes dans l'islam, vous êtes musulman, vous n'avez pas votre religion, vous-même, vous êtes incompatible Marine avec Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, des gens comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est une tenaille qui est prise sur la République, et on nous demande toujours de choisir un camp et un autre. Non, moi, mon camp, c'est la République, c'est la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, c'est de la défense des libertés. Donc vous êtes à gauche, vous êtes un ancien dirigeant du Parti Socialiste. Manuel Valls s'exprime aujourd'hui dans Le Parisien, et qu'est-ce qu'il dit? Le salafisme a des complices dans une partie de la gauche. Est-ce qu'il a raison? Et qui sont, selon vous, ces complices, Jean-Christophe Cambadélis? D'abord, déclaration liminaire entre Manuel Valls et Edoui Plenel, il y a la République. Donc il y a quand même un grand espace. Il faut être ni naïf, ni obsessionnel. Et Manuel Valls est obsessionnel? Oui. Ouais. Manuel Valls, toutes les semaines, nous fait une déclaration sur l'islam. Ça ne rend pas service. D'abord, ça voudrait dire quelque chose. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ça voudrait dire chez Manuel Valls, que le gouvernement actuel, le président de la République, ne fait pas son travail. Et que l'on a baissé la garde depuis... Ça a été interprété quelque part un peu comme ça. Hein. Ah bon, je ne savais pas, mais on ne peut pas faire autrement que de l'interpréter comme ça. Par les commentateurs. On peut pas. Donc ça veut dire que c'est une déclaration de pression sur le président de la République qui doit s'exprimer vendredi. Je croyais que Manuel Valls était un contempteur du président de la République, un soutien infaillible de celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi il dit que on n'est pas au niveau dans ce problème dont il estime que c'est le cœur des problèmes français. Et on parlera un peu plus tard du discours sur le séparatisme. Oui, bien sûr. C'est un des problèmes auquel est confrontée la République. Et la désagrégation de la République est en marche, si je puis dire, et ceci en est un des aspects. Ce n'est pas l'aspect, c'est un des aspects. Il y a d'autres aspects. Mais alors, quand Manuel Valls parle des complices dans une partie de la gauche, il n'a pas forcément tort.
Mais il continue son combat contre ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Ouais. Bon, je suis désolé, l'islamo-gauchisme, je ne sais pas ce que c'est, ça n'a été défini nulle part et personne n'est capable de me dire qu'est-ce que cela veut dire. On dit telle personne ou telle autre, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui sont tolérants avec ceux qui veulent se séparer de la République parce qu'ils estiment quelque part qu'ils sont dans une situation difficile, parce qu'ils sont dominés, etc., etc. C'est une vieille théorie qui existe dans la gauche. Mmh. C'est pas pour autant qu'ils sont gauchistes, parce que vous prenez Edoui Plenel, il n'est pas un gauchiste. Après, il n'est pas gauchiste, enfin il provient du trotskisme comme vous. Mais c'est pas parce que on a un passé. Il a peut-être toujours ce passé trotskiste. C'est pas parce qu'on a un passé que l'on doit être marqué au fer rouge tout au long de sa vie. Encore une fois, la liberté. Bon, bref, je fais pas un plaidoyer pour ou contre Edoui Plenel. Je vous dis simplement que dans la caractérisation ne semble pas juste. Oui, la caractérisation me semble pas juste. Voilà. Et donc, alors, quand vous parlez de ces gens qui prennent des aises peut-être avec la République, est-ce que vous classifiez dans cette catégorie Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon file un mauvais coton. Pourquoi ? Parce que il est prisonnier. C'est pas le Jean-Luc Mélenchon que je connaissais au Parti socialiste et bien avant, qui était un grand républicain. Jean-Luc Mélenchon est prisonnier de courants indigénistes, républicanophobe. Républicanophobe. Oui. Ah, c'est un nouveau terme qu'on entend aujourd'hui. Voilà. Républicanophobe. C'est-à-dire comment vous définissez ça ? Eh bien, c'est-à-dire, c'est des gens qui estiment que la République est raciste, que la République met en cause leur droit de penser autrement, que la République est inégalitaire dans son essence, etc. C'est que quand vous parlez de ça, vous parlez quelque part d'un certain nombre de gens proches de Jean-Luc Mélenchon, comme qui sont proches des indigénistes, des racialistes, c'est ça ? Oui, c'est Daniel Obono. Je veux pas personnaliser, oui, parce qu'on fait de la politique. Et d'abord, on voit bien que suivant les sujets, il y a des évolutions qui se posent. Mais Jean-Luc Mélenchon veut faire la synthèse entre différents courants radicaux, et donc il en est prisonnier. Attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut préciser les choses. Faire la synthèse entre différents courants radicaux. Ça veut dire quoi ? Différents courants radicaux Différents courants radicaux autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est qui ? C'est quoi ? C'est pas des noms, c'est des courants. Non, mais les courants, c'est de quel courant vous pensez ? À quel courant vous pensez ? C'est des courants radicaux par rapport à la société française. Incarnés la par rupture. Je veux pas donner de nom. Ouais. Vous savez que donner de nom, c'est éviter de parler au fond. Enfin, moi, je veux parler du fond. Il y a dans la France insoumise différentes sensibilités dont personne ne parle, sensibilités politiques. Et Jean-Luc Mélenchon est prisonnier de celle-ci, et c'est un vrai problème, on en parlera tout à l'heure, parce que comme il en est prisonnier, il n'est pas éligible, si je puis dire, à l'unité, parce que ces courants-là ne veulent pas l'unité avec la gauche classique et la gauche républicaine. Ça veut dire que quelque part, puisque vous parlez de la France insoumise, vous voyez peut-être des différences entre quelqu'un comme Alexis Corbière, qui est quand même républicain. Absolument. Et quelqu'un comme Éric Coquerel, qui était un peu plus proche de certains courants dont vous parlez, ou Daniel Obono. Il y a des sensibilités. Ouais. Ces sensibilités sont des sensibilités politiques qui ne s'expriment pas dans la France insoumise, mais qui s'expriment dans la société face à des événements. Et Jean-Luc Mélenchon est prisonnier de ces différents courants. Alors, prisonnier de ces différents courants, Jean-Luc Mélenchon, il a attaqué Charlie Hebdo, c'était le 28 août dernier, en ces termes. C'était un tweet. Marianne, valeurs actuelles Charlie, ça suffit le harcèlement nauséabond contre la députée Obono. Et puis, il y a eu ce retweet d'une caricature de regard qui a été dénoncée par les anciens de Charlie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est une mauvaise polémique.
C'est une mauvaise polémique et c'est de la la part démonstration. De la part de qui? De Jean-Luc Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon, d'accord. Moi, j'estime beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Je le connais en tant que républicain, mais que son républicanisme aujourd'hui est pris en otage par des courants qui sont républicanophobes. Républicanophobes. Alors, autre chose, quand Jean-Luc Mélenchon, ça va nous conduire à parler du séparatisme, mais en avant ce qu'il appelle la créolisation de la société française en l'opposant à l'assimilation. Le peuple français actuel étant selon lui bien plus mélangé qu'en 1958, ce qui est d'ailleurs tout à fait exact. Comment vous comprenez ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Créolisation, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un terme qui est bien choisi aujourd'hui? Non, moi je parle d'hybridation. Mais la créolisation, c'est un terme qui a été utilisé par Glissant, un philosophe antillais, qui parlait bien des Antilles. On parle là on parle pas de la France en général. La France en général. Et je trouve étonnant, mais cela continue ce que je pense sur la situation actuelle de Jean-Luc Mélenchon, que quelqu'un qui parle tout le temps de l'unité du peuple et de la voix du peuple et de la constitution du peuple fasse l'apanage de la différence. Si c'est ça, c'est pas l'unité du peuple, c'est la division du peuple. Il vaut mieux être sur les principes républicains qui permettent aux uns et aux autres de s'exprimer, plutôt que de dire il faut s'aligner sur les différences. Alors vous dites qu'il file du mauvais coton. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour montrer que ces critiques ne sont pas justes? Eh bien, je le mets au défi de prononcer un grand discours républicain. Mais c'est ce qu'il a priori voulait faire le 21 septembre. Mais il faudra qu'il le fasse. Et pour dire quoi dedans? Pour le dire que les principes de la République, ce que je défends, c'est l'égalité réelle, c'est la liberté ordonnée, c'est la fraternité laïque. Pas une position visant à remettre en cause la laïcité. En clair, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais il faut donner les précisions de notre époque. Ouais. Les précisions de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, l'égalité formelle ne permet pas l'égalité. C'est ce qui manque dans la République. Quant à la liberté, on voit bien qu'il y a une demande de protection. Elle doit être ordonnée. Et la fraternité laïque, on est en plein dedans, puisque c'est le débat que vous initiez avec moi. Alors justement, c'est peut-être ce qu'on va entendre vendredi, dans le cadre du discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme. Le séparatisme, c'est un terme qui vous parle quelque part ou pas? Séparatisme, j'ai lancé ça il y a plusieurs années en disant. Donc c'est vous qui avez inspiré Emmanuel Macron. Je me suis un peu même moqué en disant que la plume du président de la République m'empruntait quand même beaucoup de concepts. Mais bon, c'est normal, les concepts ils sont là pour être repris. C'est un dommage silencieux. Donc c'est un concept. Un concept délicien. C'est oui. Ça, hein, mais quand j'ai développé ce concept, encore une fois, je l'adressais à tous ceux qui remettent en cause l'unité de la République. Ceux qui sont dans le séparatisme religieux, c'est-à-dire la primauté de la religion sur la loi, et ceux qui sur la République. Bien sûr. Et ceux qui intiment l'ordre aux musulmans de quitter la République parce qu'ils sont incompatibles avec elle. En clair, ça veut dire que pour vous, Emmanuel Macron doit faire vendredi un discours équilibré. Je ne sais pas si le terme équilibré est juste. Il doit faire un discours non pas sur le séparatisme, mais sur l'unité de la République. Moi, je ne veux pas une loi sur le séparatisme, je veux une loi sur l'unité de la République. L'unité de la République qui ne veut pas dire qu'on remette en cause les différences, qu'on remette en cause la structure même de l'État républicain. Je suis très fortement pour la décentralisation, mais pour dire que nous sommes une nation fondée sur les principes de la République. Et alors donc, est-ce qu'il y a un certain nombre de points que vous souhaiteriez entendre dans la voix du président de la République? C'était surtout un discours que j'aimerais entendre. C'est un discours sur... Avec un certain nombre de points à l'intérieur. Oui. Il y a un certain nombre de points à l'intérieur, qu'il réaffirme les principes même de la République, qu'il soit en capacité de dire qui les remet en cause. Donc on attend ça, c'est pour vendredi 2 octobre. Alors l'autre actualité, Jean-Christophe Cambadélis, de la semaine et du week-end, c'est toujours encore la crise sanitaire avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement, par le ministre de la Santé Olivier Véran, dans les zones en alerte maximale, alerte rouge ou alerte rouge écarlate, à savoir Marseille, Guadeloupe, aussi Paris, un certain nombre d'autres métropoles. Au-delà de la réaction des restaurateurs marseillais contre l'annonce de la fermeture de leurs établissements à partir d'ailleurs de ce soir, contre, il faut noter quand même, une indemnisation, comprenez-vous les appels à la
désobéissance civile d'une partie des élus de Marseille, comme la maire Michèle Rubirola, son adjointe, la sénatrice ex-PS Samia Ghali, ou son premier adjoint PS, Benoît Payan. Appel à la désobéissance civile. Je pense qu'on ne répond pas à une décision unilatérale par l'appel à la désobéissance à des mesures sanitaires. Vous dites décision unilatérale ? Du gouvernement. Oui. Oui. Qui a sa justification ou pas ? Qui a sûrement sa justification. Mais on ne peut pas sauter d'un pied sur l'autre constamment. On nous a dit que c'était l'État vertical qui devait permettre à la France de se reconstituer et de se réunifier. Puis on nous a dit non, vous vous êtes trompés, il faut discuter, on va mettre en première ligne... Entre le maire et le préfet, le maire et le couple de l'été, c'était le maire et le préfet. Puis maintenant, on a une décision unilatérale de M. Véran, qui a peut-être ses justifications, mais qui a besoin aussi de passer dans l'opinion. Donc, la désobéissance civile. Donc, la désobéissance civile, quand on est confronté à une crise sanitaire, on ne désobéit pas, on aménage, on discute, mais on ne donne pas l'impression que se protéger est une décision inacceptable. On demande des compensations financières. Ce qui est le cas. Et on demande à ce dénoncé le jour même. On demande à ce qu'elles soient organisées. On demande peut-être même à les augmenter. Et on sait qu'on est là dans une décision qui dure 8 jours avec une procédure de revoyure. Donc je pense que là, c'est excessif, que les élus doivent être responsables, raisonnables, raisonnés, et le gouvernement doit être en capacité de dialoguer. Ça veut dire que le premier adjoint de Michèle Rubirola à Marseille est socialiste, il se trompe. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, le monsieur Payan. Il a dit le gouvernement doit revoir sa copie. Non, il a dit qu'il demandait 8 jours pour pouvoir appliquer 10 jours, 8 ou 10 jours pour pouvoir appliquer les mesures. C'est d'autres responsables. Et alors, Samia Ghali a dit il faut désobéir. Oui. La police municipale ne contrôlera pas les restaurants. Donc, et elle dit aussi autre chose. S'il y a danger, il aurait fallu un reconfinement général. Oui, mais bon, je crains qu'on aille à un reconfinement général si on ne prend pas des mesures particulières. Mais Samia Ghali a corrigé hier en disant qu'elle n'appelait pas à la désobéissance, mais à la résistance et à la négociation. C'est une autre manière de faire qui me semble là un peu meilleure que la première. Cette guerre, ou cette guerre d'ailleurs, Marseille-Paris, Paris-Marseille. Nous, c'est pas une guerre. C'est une guerre. C'est autre chose. C'est quoi ? C'est un autre aspect de la désagrégation républicaine. C'est que aujourd'hui, on exacerbe les particularismes et on remet en cause ce qui fait l'unité de la République. Et puis d'ailleurs, concernant la désobéissance civile, il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a eu des appels dans ce sens. Il y a aussi d'autres maires de villes du Midi, notamment Lionel Lucas dans les Alpes-Maritimes. C'est multi-partisan. Oui, je le conçois et je comprends la réaction des élus qui sont confrontés à des populations qui se voient privées de possibilités de travailler. Et donc, ils en sont quelque part les porte-paroles. Donc, il faut un effort considérable de la part du gouvernement pour faire de la pédagogie sur ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai qu'il y a des contradictions aujourd'hui, qu'il faut permettre de travailler et en même temps, il faut casser la dynamique de la pandémie. Donc, il y a sans arrêt des ajustements. Mais c'est là où le gouvernement doit travailler en grande intelligence. Vous avez Monsieur Castex qui nous fait une déclaration où il y a strictement rien dedans, où on a l'impression que ces Français continuaient à travailler, à vivre comme auparavant. Puis 4 jours plus tard, il y a Monsieur Véran qui dit eh bien non, ça suffit, on stoppe les restaurants et les cafés à Marseille, à Lille et en grande partie à Paris. Il faut être clair. Mais alors, il y a aussi un autre problème par rapport à cette crise sanitaire. Plus la crise sanitaire dure, plus elle peut obérer la relance de l'économie, la relance de la croissance. C'est une tenaille infernale. Car aujourd'hui... On est à la veille de l'adoption du budget en Conseil des ministres 2021, avec ce plan de relance de 100 milliards. Mais on est dans une tenaille infernale, parce qu'il ne peut pas y avoir de relance et de croissance sans confiance. Et la confiance est minée par le Covid-19.
et les mesures que l'on prend qui affolent littéralement les populations. Donc, on est dans une situation, et là, il n'y a pas de politique politicienne à faire, on est dans une situation dramatique qui nous amène à de plus grandes difficultés sur le plan économique. Il faut en avoir conscience et savoir que notre pays traverse quand même plusieurs drames à la fois. Ça veut dire qu'il faut une unité nationale autour de ça ? Il faudrait travailler à cela, mais on est dans le substitutisme de la part du président de la République et de son gouvernement. C'est-à-dire que les corps intermédiaires, les partis politiques, etc. Prenons un exemple. Au moins, Édouard Philippe, on pouvait le critiquer. Quand il y avait des décisions de cette importance, de confinement ou d'évolution de la pandémie, il réunissait les responsables des groupes à l'Assemblée nationale et des partis politiques. C'était le mardi dernier, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut engager très fortement le dialogue avec les présidents de région, etc. Et puis, il faut dire aux présidents de région et aux élus locaux, faites des propositions. Vous avez les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est comme ça que on peut converger. Alors, je ne sais pas si on va converger aussi là-dessus, sur ces thèmes, mais dans l'actualité, il y a aussi ce débat qui se poursuit autour des initiatives de nouveaux maires verts qui veulent mettre fin à des événements et projets qu'ils jugent en contradiction avec la préservation de l'environnement. Alors, il y a celui de Lyon qui a proposé il y a 2 semaines de Lyon qui ne veut plus voir le Tour de France dans sa ville. Celui de Bordeaux, plus de sapin de Noël sur la place P-Berlor, l'une des places principales de la ville. Et puis il y a aussi cet appel de maires et d'élus de gauche aussi, dont un maire socialiste de la région Rhône-Alpes, contre la 5G. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, Jean-Christophe Cambadélis ? Est-ce que vous êtes du côté des, entre guillemets, amiches verts ou du côté de la défense du patrimoine, du savoir-vivre français et de la modernité ? Bon, moi, je suis républicain. Je pense que ce qui manque dans l'espace politique à gauche, c'est une formation qui soit en capacité de défendre la République. Une formation, on va parler du PS dans quelques instants. Moi, je pense que les prises de position d'un certain nombre de responsables écologiques, c'est l'écologie de rupture. Un certain nombre ou la plupart ou le Parti vert ? Non, un certain nombre. Est-ce que ça veut dire que quelque part, vous mettez d'un côté Yannick Jadot et puis les autres de l'autre côté ? Non, mais pour l'instant, je ne les ai pas entendus sur le sujet. Yannick Jadot a l'air un peu en retrait. Oui, il a compris que la position rupturiste n'était pas obligatoirement une position électorale. Et moi, je pensais que l'accession au poste de responsabilité de grande ville par les écologistes allait permettre de construire une culture de gouvernement. Moi, j'appelle à une culture de gouvernement écologiste. Parce ça n'existe pas chez les Verts. Elle n'existe pas pour l'instant. Parce que s'il y avait une culture de gouvernement écologiste, alors il serait beaucoup plus simple d'unir les forces de gauche et des écologistes. Alors justement, on en vient à l'actualité de la gauche, Jean-Christophe Cambadélis. Depuis les élections municipales, les Verts de LV entendent apparaître comme les leaders de la gauche. Ils considèrent qu'ils ont pris le leadership de la gauche par rapport notamment au Parti Socialiste et voire à la France Insoumise. Est-ce que c'est avec juste titre, Jean-Christophe Cambadélis ? Écoutez, les écologistes nous parlent de l'urgence écologiste, ils n'ont en tête que l'urgence de passer devant les socialistes. Oui, mais ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, pas du tout. On en parlera en temps voulu. Aujourd'hui, ils ont conquis avec nous, avec les socialistes, un certain nombre de villes. Moi, je suis d'accord avec Olivier Faure, qui a lancé un appel à une candidature unique, ou tout du moins unitaire, de la gauche aux prochaines élections présidentielles. Pour cela, il faut un programme commun, il faut une alliance commune, il faut un agenda commun et une élection commune du candidat ou de la candidate à l'élection présidentielle. C'est mal parti pour, en tout cas avec les Verts. Mais oui, c'est mal parti pour, mais c'est une bataille, c'est un combat. Et si cela n'a pas lieu, je suis pour qu'il y ait une force social-démocrate, républicaine, écologiste, qui désigne son propre candidat à l'élection présidentielle. Les Verts. Est-ce que les Verts ne sont pas en train de faire avec le PS ce que François Mitterrand avait fait et réussi avec le Parti communiste dans les années 70, c'est-à-dire de tenter de vous réduire à néant. Ce que François Mitterrand avait fait avec le Parti communiste.
C'est un vieux schéma que moi non, mais c'est un constat que vous faites ou pas? C'est un vieux schéma. Les écologistes estiment qu'ils sont l'époque nouvelle de la gauche. J'ai connu ça au moment de la gauche plurielle. On a connu ça après. Mais les écologistes ne sont pas les socialistes des années 70 et le Parti communiste n'est pas le Parti socialiste. Le Parti socialiste n'est pas le Parti communiste. Plutôt. Donc, je pense que la situation n'est pas du tout la même. Et si le débat à gauche se réduit à qui sera le meilleur perdant de l'élection présidentielle et des élections régionales, je pense que et la gauche et la France aura beaucoup perdu. Le meilleur perdant, ça veut dire que cette stratégie, elle conduit de toute façon à l'échec? Stratégie des Verts. La stratégie de la division ou de l'hégémonie, que ce soit du Parti socialiste ou des écologistes, cette stratégie est perdante. Parce que cela veut dire à chaque fois 2 ou 3 ou 4 candidats à gauche et vous ne passez pas le premier tour. Tout le monde peut le comprendre. Faut pas sortir de Sciences Po pour ne pas comprendre ce sujet. Donc, il faut à la fois que la gauche se rénove et de nouvelles idées et qui correspondent à la France d'aujourd'hui pour les Français d'aujourd'hui, et il faut en même temps qu'elles s'unissent sur ces nouvelles idées. Vous parlez des régionales, elles ont lieu bien entendu avant la présidentielle. D'abord, vous êtes toujours candidat? Non, je ne suis pas candidat aux régionales d'Île-de-France. Je ne suis pas candidat aux élections régionales. Je regrette qu'il y ait la division, que M. Bayou, pour les écologistes, se soit lancé dans la bataille sans discuter avec les socialistes et les communistes, les radicaux et toutes les forces de gauche. Il y a la possibilité de battre Mme Pécresse, mais on ne peut pas battre Mme Pécresse en se divisant dès le premier tour. Donc c'est pour ça que vous n'y allez pas? Et donc, dans ces conditions-là, je n'y vais pas. Vous n'y allez pas et vous dites, vous parlez de stratégie perdante, elle commence au régional, la stratégie perdante. Et c'est grave, parce que la stratégie perdante au régional va déstabiliser la gauche pour la présidentielle. Et alors? Et donc, il faut s'unir dès les élections régionales, dès les élections départementales. Ce n'est pas possible que les écologistes qui ont travaillé pendant des années avec les socialistes en responsabilité dans les régions, disent aujourd'hui, nous voulons battre l'exécutif que nous avons soutenu pendant 5 ans. Qu'ils demandent des évolutions, d'une négociation programmatique sur leur position. C'est essentiel, ça me semble le juste. Mais qu'ils aujourd'hui prennent le risque de faire perdre la région parce qu'ils veulent démontrer qu'ils seraient plus populaires que les socialistes, je trouve ça inacceptable. Dernière question, Christophe Cambadélis. Vous avez affirmé le week-end dernier que la présidentielle vous intéressait vraiment. Alors, question, qu'est-ce qui vous poussera à être candidat et qu'est-ce qui vous conduira à ne pas l'être? Moi, je pense que la gauche ne doit pas faire l'impasse sur l'élection présidentielle. La gauche ou le Parti socialiste? D'abord, la gauche ne doit pas faire l'impasse sur la présidentielle. Pour cela, je viens de vous le dire, il faut travailler à l'union. Mais si l'union n'est pas là... Qu'est-ce qui vous paraît le plus probable, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là? Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce qui vous paraît le plus probable, que vous puissiez parvenir à l'union ou pas? Pour l'union, c'est un combat, donc je ne préjuge pas de son issue. Mais si elle n'est pas là, il y a nécessité de refonder une famille politique, républicaine, écologique, sociale, et il est nécessaire qu'elle ait son propre candidat à l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là, cette élection m'intéresse. Vous intéresse, ça veut dire que vous ferez tout pour être candidat? Je fais tout pour rassembler et refonder. Après, je m'interdis rien. C'est-à-dire? Je m'interdis rien. Et vous pourriez être candidat, y compris candidat sans passer par les primaires? Ça, on n'en est pas là. Ouais. Je dis, d'abord, posons les problèmes. Il y en a 3. 1, la présidentielle, il ne faut pas faire l'impasse. 2, comme le dit Olivier Faure, il faut l'unité. Donnons-nous-en les moyens. 3, si cela n'est pas réussi, refondons la gauche et faisons en sorte qu'il y ait un candidat à l'élection présidentielle. Et vous croyez que vous le saurez quand, ça? La décision interviendra quand?
Je pense que la décision interviendra maintenant après les élections régionales. Donc avant l'été ? Avant ou après l'été. On n'est pas obligé de se précipiter, il y a le temps. Donc d'ici un an, on le saura, quoi. Voilà. Merci en tout cas Jean-Christophe Cambadélis d'avoir répondu Merci à vous. à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci.